Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 31e numéro du magazine de la FDV. Alors, ce mois-ci au programme, un adage, il s'agira de Anon Domino et un des grands arrêts de la jurisprudence administrative. Pour commenter l'actualité, nous retrouverons bien sûr les dépêches de la Gazette avec Céline Vrazen, mais également nos deux chroniqueurs de la FDV pour évoquer ensemble l'ensemble des titres du mois. Et en fin de magazine, nous reviendrons sur la disparition récente du professeur Laurent Boyer. Alors tout de suite, l'adage du mois, Anon Domino. Anon Domino. Sans être le maître d'une chose. Expression signifiant que l'on a reçu un bien d'une personne qui n'en était pas le propriétaire. Bonjour à toutes et à tous, et voici les titres de la Gazette du numéro de ce mois, titres que vous pouvez retrouver intégralement sur le site de la Faculté de droit virtuel à la rubrique Gazette. Alors je commencerai par deux actualités qui ont donné lieu à deux illustrations de la part de nos dessinateurs. La première, l'obtention de la nationalité française soumise à de nouveaux critères. Ce sont deux décrets du 11 octobre 2011, donc relatifs au niveau de la connaissance de la langue française et à la création d'un label qualité intitulé Français langue d'intégration, puis également un arrêté du 11 octobre 2011, donc fixant la liste des diplômes et attestations requis des postulants à la nationalité française en application du décret du 30 décembre 1993. Alors cette série de textes réglementaires finalement relatifs à l'acquisition de la nationalité française a été publiée au journal officiel mercredi 12 octobre 2011. Eh bien, les candidats à la nationalité française devront être en mesure de prouver leur capacité à comprendre le langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne. Pour cette actualité, eh bien, Jacques Seller propose une illustration en caricaturant un jeune d'aujourd'hui imprégné par le langage SMS et verlan et qui nous dit « Il y a un blême, non, je trouve ça chelou qu'on me demande que je connaisse le français ». Deuxième actualité, le prix de la justice, 35 €. C'est un décret donc du 28 septembre 2011 relatif aux droits affectés au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, près les cours d'appel et la contribution pour l'aide juridique. La contribution donc pour l'aide juridique créée par la loi numéro 2011-900 du 29 juillet de loi de finances rectificative pour 2011 est entrée en vigueur le 1er octobre dans le Code général des impôts au numéro 1635 bis Q et qui fixe donc à 35 € l'engagement d'une procédure juridictionnelle, quelle que soit sa nature, sous peine d'irrecevabilité de l'action. Alors bien sûr, il y a quelques exceptions, mais cela a donné lieu donc à un dessin de notre dessinateur Hervé Croze qui propose un nouveau volet des aventures de l'Argo Winch. Après un tome 13 intitulé Le prix de l'argent, voici un tout nouveau numéro intitulé Le prix de la justice, numéro au prix exceptionnel de 35 €. Voilà donc pour les titres du numéro de ce mois qui étaient illustrés. Je vous propose de retrouver tout de suite Gérald avec nos deux chroniqueurs, Hervé Croze et Laurent Eck. Voilà, merci Céline pour ces titres. En effet, bonjour Hervé Croze, Laurent Eck, merci de votre présence. Alors, on va peut-être revenir sur un certain nombre, en effet, des actualités développées ce mois-ci dans la Gazette de la Faculté de droit virtuel. Alors, on peut peut-être d'abord revenir sur cette première actualité, la décision du Conseil constitutionnel du 30 septembre 2011 relative à l'article 544 du Code civil sur lequel a été formé une question prioritaire de constitutionnalité. Alors, peut-être une question Hervé Croze d'abord, parce que lancer une QPC sur un article du Code civil, qui n'est pas un article récent, qui a été rédigé il y a bien longtemps, qu'est-ce qu'on peut en dire et en penser ? Mais je sais pas, moi je regrette que finalement on n'ait pas annulé, parce que ça aurait été amusant. Vous imaginez qu'on annule l'article 544 du Code civil, enfin bon, non mais c'est ce qui avait été dit, il y a des avocats qui ont dit, bon bah c'est simple, maintenant on va prendre depuis il y a, je ne sais plus combien exactement, parce qu'il y a des articles qui ont été rajoutés au milieu, mais enfin bon, 2300 articles dans le Code civil, on va les faire un par un. Il n'y a pas de raison, hein, effectivement, mais ça veut dire que la QPC est un instrument de déstabilisation. Voilà, bon, déstabilisation, cependant là, ce qui était contesté, c'est quand même un droit fondamental, hein, c'était le droit de propriété contre la sauvegarde de la dignité de la personne, contre toute forme d'asservissement, donc
Et surtout le droit au logement. Et d'ailleurs, la chronique dans le site Combat pour les droits de l'homme de Serge Slama, maître de conférence, est tout à fait parlante, puisqu'il nous dit dans son article sur ce site, les laudateurs du Code civil de 1804 en frémissaient, quel crime de lèse-majesté que de mettre sur le même plan via une QPC l'article 544 du Code civil et le droit au logement, qui est effectivement un droit fondamental beaucoup plus récent que le droit de propriété. Alors c'est vrai que dans cette jurisprudence du Conseil constitutionnel, on a finalement une interprétation très classique du droit de propriété comme étant un droit absolu. Interprétation classique qui s'appuie sur l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui cite les 4 grandes libertés inviolables et sacrées, dont le droit de propriété fait partie, ainsi que l'article 17 donc, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et c'est vrai qu'ici était en cause donc non seulement le droit de propriété face au droit au logement, face à la dignité humaine, puisqu'il s'agissait, il faut quand même peut-être rappeler les faits, il s'agissait finalement d'expulsion de ce qu'on appelle les gens du voyage, de terrains privatifs. Et effectivement, la Cour de cassation a décidé de renvoyer devant le Conseil constitutionnel pour se demander si finalement, face au choc des droits fondamentaux, quel droit allait avoir la priorité. En l'espèce, le droit de propriété est absolu. Ça fait partie des taquineries de la Cour de cassation. Oui. On sait que la Cour de cassation transmet quand elle a envie de transmettre, transmet pas quand elle n'a pas envie de transmettre. Et là, effectivement, c'était une jolie provocation. C'était une jolie provocation, alors que d'habitude, c'est plutôt la chambre criminelle, d'ailleurs, qui aime bien transmettre, notamment. Il y a plus de QPC en matière pénale. Voilà, en matière pénale, qui est un peu frondeuse, on va dire. Donc on peut continuer justement dans cette droite ligne avec une autre QPC, mais alors qui cette fois-ci est relative à la garde à vue, donc avec une décision donc, du Conseil d'État du 23 août 2011 et puis de la Chambre criminelle, donc du 6 septembre 2011. Alors finalement, à peine la réforme de la garde à vue est-elle adoptée, le 14 avril 2011, qu'on a déjà plusieurs QPC, qu'elle est déjà donc contestée devant le Conseil. Alors à quand finalement, je reprendrai la question de l'article, à quand la sérénité juridique pour les praticiens du droit? Là, finalement, c'est la suite du feuilleton, du feuilleton sur la garde à vue, puisque, comme vous le savez, la fameuse QPC de 30 juillet 2010, ensuite les arrêts de la Cour de cassation, notamment d'octobre 2010, puis cette loi qui est venue tenir compte donc de toutes les observations des juridictions internes et des juridictions européenne, la loi du 14 avril 2011. Et depuis, il faut quand même signaler que la Cour européenne des droits de l'homme, qui a largement influencé cette réforme de la garde à vue, et notamment l'exigence de la présence de l'avocat au cours de la garde à vue, depuis, la Cour européenne des droits de l'homme complète sa jurisprudence en matière de garde à vue en posant, si vous voulez, des conditions techniques sur la garde à vue. Notamment, elle l'a fait dans des arrêts récents, un arrêt par exemple du 19 juillet 2011, Rupa contre Roumanie, ou encore un arrêt tout à fait récent du 27 octobre 2011, un arrêt Stokovic contre France et Belgique. Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions finalement au niveau des conditions techniques d'application, de la présence de l'avocat lors de la garde à vue, notamment l'accès au dossier ou la présence lors des interrogatoires, etc. On peut se demander si la loi du 14 avril 2011, qui n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité a priori, eh bien, on peut se demander si cette loi est conforme au bloc de constitutionnalité. Et d'ailleurs, on peut également se demander si cette loi est conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Mais ça, on aura la réponse que dans quelques années, très certainement. Alors, la place des droits fondamentaux dans tout ça est quand même assez marquante parce que les avocats, d'une certaine manière, et là je m'adresse à Hervé Croze qui par ailleurs est avocat, même si vous n'êtes pas peut-être spécialement pénaliste, mais les avocats d'une part disent il faut faire avancer les droits de la défense et c'était quand même toutes les revendications sur la garde à vue d'une part, et en même temps il semble dire qu'il y a presque trop de décisions maintenant sur la garde à vue, pourtant elles ont pour but aussi peut-être de faire avancer ces droits. Moi, je ne sais pas si les avocats disent ça. C'est effectivement que la communauté juridique dise ça, parce que c'est un effet déstabilisateur, oui. Mais je crois qu'un avocat est en général assez réjoui quand il y a quelque chose qui est déstabilisé. D'ailleurs, les QPC viennent plutôt des cabinets d'avocats. Donc, je ne pense pas que ça soit quelque chose qui les gêne beaucoup, parce que l'avocat est habitué à travailler dans l'incertitude la plus totale. Bon, moi j'ai tendance à penser, là, si je reprends une casquette d'universitaire et non plus d'avocat,
avocats qu'on est arrivé à un niveau de déstabilisation, enfin bon, qui s'insère dans une société qui est elle-même complètement déstabilisée, où effectivement, on ne sait plus du tout où on va. Entre la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel, dont on ne sait pas si c'est une Cour suprême, pas une Cour suprême, enfin bon, il y a eu des accusations, on a dit c'est un organe politique, etc. Enfin, alors il paraît que c'est le progrès du droit d'une certaine manière, mais le droit c'est aussi la stabilité quand même. Et en plus avec tous les problèmes de hiérarchie des droits fondamentaux, puisque... C'est illisible. C'est totalement illisible pour le citoyen. Quel droit fondamental invoquer puisqu'on sait que de toute façon, les cours internationales, que ce soit la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme, n'ont pas la même interprétation sur la suprématie du droit international que les juridictions internes en France. Donc ce qui pose effectivement d'énormes problèmes. Donc ça crée du contentieux. Et ça crée du contentieux, de l'instabilité. On le voit avec la garde à vue, notamment pour les praticiens du droit. C'est vrai que de la part des magistrats, des avocats, mais aussi par exemple de la police, par exemple des services de police qui ne savent plus comment mener une garde à vue. Donc c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de clarifications à faire pour le citoyen, en tous les cas. Alors, créer de l'instabilité, puis créer des coûts, c'est oui, parce que du coup, on a parlé du prix de la justice à 35 €. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette contribution qui est à la fois décriée et à la fois, parfois on dit, est-ce qu'on peut faire finalement une petite entorse à un principe général de service public qui serait gratuit, accessible à tout le monde? Sachant que certains disent que c'est une nouvelle entrave financière à l'exercice du droit d'accès à la justice. Voilà, on a les deux. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas moi qui ai fait le dessin. Parce que là, je vais avoir un procès avec Philippe Franc et Van Hamme, donc je sais pas d'où ils sortent dessin. Enfin bon, c'est... Il faut citer ses sources. Voilà, on va citer les sources, mais c'est une citation, effectivement. Oui, moi, enfin bon, c'est vrai que 35 €, les gens devraient aller voir ce qui se passe à l'étranger, quoi. C'est-à-dire que le coût de la justice, moi je le connais par oui dire, seulement dans les pays anglo-saxons et aux États-Unis en particulier, enfin c'est apparemment monstrueux, quoi. C'est-à-dire que, alors si on raisonne pas sur les États-Unis, mais si on raisonne simplement sur le Royaume-Uni, apparemment, il y a cette idée que on doit trier les dossiers, que tout ne doit pas aller devant le juge, etc. Alors effectivement, là, on est parti. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est les avocats qui feraient un recours pour excès de pouvoir contre le décret. Je ne sais pas si ça sert à grand-chose de faire quelque chose contre le décret, puisque derrière il y a un texte de loi, il y a le texte du Code général des impôts. Donc, si ça permettrait de faire tomber l'irrecevabilité de la demande si on n'a pas acquitté les 35 €, c'est tout. Mais les 35 €, ils seraient quand même dus. Alors après, on peut épiloguer à perte de vue sur est-ce que c'est nécessaire ou pas, c'est pour payer la garde à vue. Je rappelle aussi qu'il y a 150 € pour indemniser les avoués. Ça, on en parle moins, mais enfin, c'est dans le titre même du texte. Et les 150 €, c'est à partir du mois de janvier, c'est jusqu'en 2018, je crois. Ça rappelle, pour ceux qui étaient nés, c'est-à-dire nos parents, nos arrière-grands-parents, l'indemnisation des avoués en 71, qui avait donné lieu à une taxe aussi. Bon, alors, moi, je juge pas sur le fond, mais c'est vrai que ce qui m'agace un peu, c'est cette idée qu'il faut absolument pouvoir accéder à un juge et que ça doit être gratuit. Bon, moi, je fais souvent la comparaison entre le droit à la santé et le droit à la justice. On voit bien ce que ça donne en matière de santé, ça coûte des fortunes. Là, c'est normal que la justice... Alors, soit c'est... L'aide juridictionnelle, c'est la contribution publique, quoi, c'est l'impôt, ou alors c'est une espèce c'est une taxe, c'est-à-dire c'est ceux qui utilisent. Ça, moi, j'ai pas d'opinion arrêtée là-dessus, mais quelquefois, on raffine un peu quand même. Voilà. Bon, sur ces conclusions, un mot de Laurent Heck peut-être? Oui, non, sur les 35 €, c'est vrai que j'ai pas grand-chose à ajouter. Peut-être faudrait-il prévoir des conditions de revenus pour avoir ceux qui ont l'aide juridictionnelle ne le payent pas par définition. Voilà. Donc ici, alors c'est vrai que ça, en tout cas en droit français, ça porte quand même atteinte au principe d'égalité de tous devant la justice, au principe de la gratuité de la justice, et on peut se demander. On peut se questionner sur l'avenir, d'ailleurs, de ce décret d'un point de vue juridictionnel. Je ne sais pas effectivement ce que va en penser éventuellement le Conseil d'État qui serait saisi d'un recours pour excès de pouvoir. Ouais, je crois qu'il est saisi. Il a été saisi. C'est fait. Ça, vous êtes mieux placé que moi. Oui, là, je ne sais pas. Mais honnêtement, moi, je trouve qu'on a pris un marteau pilon pour écraser une mouche. C'est-à-dire que, effectivement, dire que c'est irrecevable, ça, c'est trop. C'est-à-dire que je trouve qu'il est normal que la contribution soit due, qu'elle soit recouvrée par les agents du Trésor ou je ne sais pas quoi. Dire que la demande, dire l'appel par exemple, parce que les 35 € sont dus aussi en appel. Vous faites appel, vous acquittez pas les 35 €, c'est irrecevable.
Là, c'est tapé trop fort. Bon, bah, nous verrons, ce sera sûrement l'objet d'une prochaine dépêche dans la Gazette, ce que nous dira le Conseil d'État. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et puis je vous propose de retrouver tout de suite le grand arrêt du mois avec Gérald. Souvenez-vous, nous sommes en Seine-Maritime, sur le canton de Mont-Saint-Aignan, dans la commune de Déville-les-Rouen. Si, en 1874, cette commune avait concédé à la Compagnie Nouvelle du Gaz de Déville-les-Rouen le privilège exclusif de l'éclairage par le gaz, elle était alors loin de se douter que quelques dizaines d'années plus tard, l'électricité se développerait de telle manière qu'elle permettrait d'assurer l'éclairage d'une ville. Mais, en 1893, voyant que les communes voisines ont recours à l'électricité, la commune de Déville-les-Rouen essaye de négocier avec la société contractante afin que celle-ci assure l'éclairage par le biais de l'électricité. Ces négociations restent vaines. La commune se tourne alors vers une compagnie d'électricité et passe un contrat avec le sieur Lemoine, ce qui provoque le mécontentement de la Compagnie Nouvelle du Gaz qui réclame une indemnisation. En effet, estimant subir un préjudice du fait de la concession accordée, la compagnie saisit en 1898 le Conseil d'État qui, par un arrêt en date du 10 janvier 1902, considère qu'il sera fait droit à ce qu'il y a de fondé dans leurs prétentions contraires en reconnaissant à la Compagnie du Gaz le privilège de l'éclairage par n'importe quel moyen et à la commune de Déville la faculté d'assurer ce service au moyen de l'électricité, en le concédant à un tiers dans le cas où la compagnie requérante, dûment mise en demeure, refuserait de s'en charger aux conditions acceptées par ce dernier. Par suite, le Conseil d'État annule l'arrêté par lequel le Conseil de préfecture de la Seine-Inférieure a rejeté la demande d'indemnisation à la Compagnie du Gaz et enjoint la commune de mettre en demeure la Compagnie du Gaz d'indiquer si elle entend se charger de l'éclairage au moyen de l'électricité. Ce faisant, le Conseil d'État ouvre la voie vers la mutabilité des contrats administratifs. Intéressant, non ? Voilà, donc maintenant, dernière séquence de notre magazine. Je vais rejoindre Céline Vrazen et notre invitée. Nous recevons ce mois-ci Nicole Dequesse, professeure émérite à la faculté de droit, spécialiste d'histoire du droit social, mais aussi finalement spécialiste d'histoire de notre faculté. Bonjour. Bonjour Nicole Dequesse. Alors Laurent Boyer fut une personnalité marquante de notre faculté, particulièrement de la section d'histoire du droit. Alors est-ce que vous pourriez peut-être revenir sur sa carrière ? Oui, alors donc il a été très longtemps dans notre faculté, mais auparavant il avait été élève de l'école des Chartes et il a donc commencé par être archiviste à Saint-Étienne, aux archives départementales, où il a été nommé conservateur. Et puis, à sa demande, il a abandonné la carrière d'archiviste pour enseigner dans ce qui était à l'époque un institut d'études juridiques et économiques à Saint-Étienne, qui n'était pas encore la faculté de droit de Saint-Étienne. Il a donc été chargé de cours dans cet institut et en fait, il a, pendant ce temps-là, amélioré la thèse qu'il avait soutenue à l'école des Chartes, qui était sur le testament forésien au XIVe siècle. Il en a travaillé avec un très grand professeur d'histoire du droit qui s'appelle Georges Chevrier et il a publié cette thèse en 1964. Alors, cette thèse lui a donné une consécration d'historien du droit et ainsi, il s'est présenté au concours, il a été reçu en 1965 et tout de suite nommé comme, à l'époque, on disait maître de conférence agrégé, mais c'est ce que nous appelons maintenant professeur, à l'université de Nancy, où il est resté 2 ans. Après, il est arrivé à Lyon. Et donc, à partir de 1967, il a enseigné jusqu'à sa retraite, et même un petit peu au-delà, dans notre faculté de droit. Il a eu une activité assez importante, puisqu'il a été vice-président de l'université pendant plus d'une dizaine d'années, et il a été aussi doyen pendant 7 ou 8 ans. Il était un doyen courtois, absolument charmant, très conciliant. Et j'allais dire, il a toujours enseigné en droit privé. Il avait travaillé sur les testaments et il a continué d'enseigner l'histoire du droit privé, le droit de la famille et notamment le droit des successions et le droit des biens.
Voilà, donc Laurent Boyer, un des historiens marquants hein, de la section de l'histoire du droit de la faculté de droit de Lyon. Peut-être quelques mots sur l'historien lui-même, ses publications et ses champs d'activité. Alors c'était un homme d'une très grande culture, qui écrivait extraordinairement bien, avec un style très châtié, et il a beaucoup publié, la plupart du temps, en collaboration avec le président Henri Roland, parce qu'effectivement, il faisait la partie historique, et ensemble, j'allais dire, ils ont rédigé d'abord des ouvrages qui sont excessivement utiles encore maintenant, qui leur ont assuré une très grande notoriété, les locutions latines du droit français et les adages du droit français. Sur chaque adage, non seulement il faisait un historique, mais aussi une mise au point du droit à l'heure actuelle, et pourquoi cet adage était toujours vivant. Et puis, ils ont repris les traités de Boris Stark, donc l'introduction au droit et les droits des obligations en 3 volumes, un très gros traité qui était publié chez Litec et qui a connu plusieurs éditions. Et on peut citer quelques articles, notamment à la bibliothèque de l'École des Chartes, sur ces adages. On peut dire que vraiment, par sa finesse, par son sens de l'histoire et par sa collaboration avec le président Roland, ils ont laissé une œuvre vraiment fondamentale, très importante. Et l'homme, alors, en dehors de l'université? Je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois c'était un homme très charmant, il était marié, il avait 2 enfants, il était très attaché aux forêts dans lesquelles il habitait. Et on peut dire que c'était la courtoisie même. Il disait lui-même qu'il était un homme des campagnes parce qu'il adorait la nature, il adorait les arbres, il adorait s'occuper du parc qu'il entretenait en partie lui-même. Et c'était un homme qui aimait bien vivre, mais avec beaucoup de discrétion et de modestie. Moi, ce que j'ai surtout admiré, c'était sa langue, son style, son humour. Voilà, donc finalement, on ne peut qu'encourager à lire et relire les œuvres du doyen Boyer. Merci Nicole Doquès pour cet aperçu et cette mémoire de notre faculté. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Bien, pour un nouveau numéro du magazine de la FDV.